Fred Bowen pointe une arme sur sa tête. Cela fait maintenant 5 heures qu'il est allongé sur l'herbe, une arme à la main. C'est la première fois que je raconte mon histoire. J'ai l'impression que ça pourrait aider des gens. Pendant plus de 20 ans, je ne me suis pas sentie prête à en parler. Les policiers ont tenté de le raisonner, mais lorsque les négociations ont échoué, ils ont lancé l'assaut. Un de mes frères m'a encouragé à parler il y a quelques mois. Il m'a dit, ne laisse personne t'empêcher de raconter ton histoire. Les membres de ma famille ne la connaissent pas. Ils vont l'apprendre en voyant ceci. D'abord, une grenade assourdissante. De la fumée pour détourner son attention. Au vu de la nature des événements qui suivent, nous ne montrerons pas les images. J'espère qu'ils comprendront ce que je ressens. Je veux juste qu'on soit une famille. C'est tout ce que je veux. Je détestais mon père. Je savais que c'était un prédateur. C'était un monstre qui faisait des choses monstrueuses. Il faut être mauvais pour faire le mal. Je n'ai pas demandé à naître dans cet environnement malsain qui a fait éclater ma famille. Il m'est arrivé des choses affreuses dans la vie et j'aurais voulu que ce soit autrement. Je dois aller de l'avant. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai l'espoir que Dieu fasse changer les choses. Je n'ai pas de haine en moi. Je ne serai pas comme mon père. Je ne serai jamais comme lui. Je crois que c'est Freddy qui a pris cette photo. Je n'en reviens pas de la voir. C'était il y a si longtemps. C'est ma mère, mes frères, mes sœurs et moi. Je crois qu'on était sur le point de faire un pique-nique dans le jardin. Oui, je m'en souviens. À cette époque, on était une famille. On habitait dans une grande maison. Freddy avait 8 enfants avec ma mère. C'est lui qui voulait qu'on l'appelle Freddy au lieu de papa. Il avait à cœur d'avoir toujours l'air plus jeune. Il ne voulait pas être vu comme un père de famille. Freddy était très apprécié dans son entourage. Mon père voulait être témoin de Jéhovah. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne se droguait pas. Quand j'étais petite, je me sentais en sécurité avec lui. Quand il rentrait du travail, j'étais toujours très heureuse de le retrouver. Si je portais ses vêtements jusqu'à la machine, il me laissait prendre les pièces qui se trouvaient dans ses poches. Tout était normal, jusqu'à ce qu'il commence ses cours d'études bibliques. Misère et mépris à qui refuse l'éducation. Les choses ont commencé à changer à la maison. Qui ménage son bâton n'aime pas ses enfants. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde. On ne savait jamais de quelle humeur ils seraient. Mais celui qui les aime cherche à les corriger. Comme on était religieux, personne ne se doutait de son comportement. Les gens pensaient que mon père était un homme bon, mais il avait 2 visages. À la maison, c'était un monstre.
En fait, mon père était très égoïste. Le samedi matin, on se levait et on prenait notre petit déjeuner. Il arrivait que Freddy ne travaille pas le week-end et on restait parfois tout seul avec lui, si ma mère avait des courses à faire. Freddy voulait avoir la paix quand il était de repos. Mais mes frères et sœurs jouaient. Ils criaient, ils s'amusaient. Il ne supportait pas que les enfants fassent du bruit. Il voulait qu'on soit silencieux pour qu'il puisse écouter sa musique. Ça suffit. Il nous faisait asseoir sur le canapé et il nous mettait du scotch sur la bouche, du scotch gris, pour nous empêcher de crier. En nous mettant le scotch sur la bouche, il nous appuyait sur le visage. Quand il faisait ça, ça me faisait peur. J'avais l'impression de suffoquer. C'était un adulte qui mettait du scotch sur la bouche de ses enfants. Ce n'était pas normal. C'était horrible. On était assis là avec du scotch sur la bouche. En général, il cherchait un album, ou alors il était au téléphone, ou il mangeait un sandwich. Mais il voulait être sûr qu'on n'allait pas crier. Si on essayait de se lever, il nous frappait et on devait se rasseoir. Il nous secouait en nous disant de ne pas faire de bruit. On savait ce qu'il attendait de nous. Et quand on ne bougeait plus, il retirait le scotch. C'était douloureux. Il l'enlevait d'un coup sec. J'avais peur de mon père. Je savais que ce n'était pas normal. Freddy usait de l'autorité et de la peur pour nous contrôler. Un jour, il est rentré du travail. Il avait l'air content. Il montrait à ma mère les palettes qu'il avait fabriquées. Et nous aussi, on les regardait. Il avait au moins 3 palettes. Certaines étaient plus épaisses que d'autres. Elles étaient longues comme ça et larges comme ça. Il y avait des trous sur la longueur. Quand il est rentré avec ses palettes, il était aux anges. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Il comptait s'en servir pour nous corriger et voir si on allait l'écouter. Il les a utilisés juste après les avoir fabriqués. Un de mes frères avait apporté un disque à l'école pour faire un exposé dessus. Qui t'a autorisé à le prendre? Personne! Et tu l'as pris quand même? Freddy était hors de lui. Pourquoi tu l'as pris? Alors mon frère lui a expliqué que c'était pour un exposé et qu'il n'avait rien trouvé d'autre. Je veux pas le savoir. Mes enfants sont pas des voleurs. C'était très dur à regarder. Alors parfois, je m'enfermais dans un placard. Viens là. Je fermais la porte parce que je ne voulais pas l'entendre. Il m'arrivait même de me mettre un coussin sur les oreilles pour ne pas entendre les coups. Arrête papa, je suis désolée. Ferme-la. Aujourd'hui, j'ai la phobie des espaces clos à cause de toutes ces fois où j'ai dû m'enfermer pour me cacher. Tu oses me répondre? Quand il voulait utiliser la palette, il nous disait de toucher nos chevilles et de garder nos mains par terre. Si on bougeait, il nous frappait à nouveau. J'entendais les fessées. J'entendais les coups et les cris. C'était horrible.
Ma mère finissait par venir et demander à mon père d'arrêter. Au bout d'un moment, il arrêtait. Mais Freddie n'a jamais exprimé le moindre remords. Un homme capable de faire ça à ses enfants est un lâche. On n'était que des enfants. Il voulait nous faire peur. C'était un samedi. On était tous censés être au lit. On le savait. Mais on s'amusait avec un ballon bleu. Le ballon a dévalé les escaliers. Mon père a demandé qui avait lancé le ballon dans les escaliers. J'ai dit que c'était moi. Là, il a commencé à m'attacher les bras. Il a serré très fort. Et ensuite, il m'a attaché les poignets aux chevilles. J'étais ligotée comme un rôti. Il m'a dit qu'il devait me corriger. Mais avant, il a voulu me lire ce que la Bible disait sur la punition des enfants. Il m'a lu un passage. Et quand il a fini de lire, il s'est mis à me frapper avec sa ceinture. À chaque coup, je priais pour que ça s'arrête. Je n'arrêtais pas de lui dire « C'est bon, c'est bon, c'est bon, papa ». J'étais en larmes. « Je suis désolée, d'accord ?» Je ne comprenais pas pourquoi mon père était aussi violent avec moi. Il a continué de me frapper. Puis il a fait une pause. Moi, je hurlais. J'étais en pleurs. J'appelais ma mère. Quand il a enfin posé sa ceinture, ma mère est arrivée. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'on en parle à nos enseignants à l'école. Dis-le à tes professeurs, raconte-leur. Elle était consciente que son comportement n'était pas normal. Je l'ai regardée. Je pleurais toujours à cause de la douleur. J'avais peur de tout raconter. Je ne voulais pas qu'il me frappe à nouveau. Je me suis toujours demandé pourquoi ma mère n'en avait jamais parlé. J'ai toujours pensé qu'elle avait peur. Et plus tard, elle nous a avoué à quel point elle était terrifiée à l'époque. Elle nous l'a beaucoup répété. Elle était coincée dans cette relation. Ma mère, avec tous ses enfants, ne pouvait pas le quitter et prendre soin de nous. Alors elle est restée et elle a subi. J'étais en colère d'appartenir à cette famille. J'étais furieuse de vivre dans cet environnement, en sachant que j'allais devoir endurer ça tous les jours, jusqu'à ce que quelqu'un l'apprenne. Quand il nous frappait, ce n'était pas pour nous discipliner. Pour ça, il aurait pu nous envoyer au coin. Ce qu'il aimait, c'était nous faire souffrir. Un jour, mon père a constaté que de l'argent avait disparu. Je sais que tu l'as volé. L'un de mes frères volait souvent des bonbons à l'épicerie, alors il s'est dit que ce devait être lui. Voler quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Je savais que mon frère n'était pas responsable. Il aurait fallu être fou pour voler de l'argent à Freddy. Tu sais ce que tu m'as volé. Je ne mens pas! Tu continues de mentir? Mais il est allé voir mon frère pour lui demander où était passé l'argent. Tu sais de quoi je parle. Et il lui a dit, « Viens là, je vais te montrer. Et tu vas voir que tu ne toucheras plus jamais à mon argent.
Viens là. On a tous suivi mon frère dans la cuisine. On se demandait ce qu'il allait lui faire. S'il allait lui couper la main avec un couteau. Je sais que c'est toi. J'ai rien fait! Arrête de mentir. Il s'est approché de la gazinière. Il voulait lui brûler la main. Viens là, donne-moi ta main. Dépêche-toi, approche-toi. Et il lui appuyait sur le bras. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Mes frères et moi, on lui criait tous d'arrêter. Non, Freddy, arrête! Arrête! On était tous en pleurs. On hurlait de toutes nos forces pour qu'il le lâche. Mais il continuait. Tu es un voleur, je vais te faire passer l'envie de voler, moi, tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais aux voleurs, moi. Mon frère essayait de s'éloigner du feu. Et on suppliait mon père de ne pas lui brûler la main. Mais il a continué parce qu'il aimait lui faire peur. Et il l'a lâché. Mon frère n'avait rien fait. Je pense que mon père s'est inventé une raison de violenter quelqu'un parce qu'il voulait évacuer de la pression. Ce qu'il voulait, c'était faire une démonstration de force. J'avais envie de tout raconter. Mais en même temps, j'étais terrifiée parce qu'il faisait tout pour qu'on ait peur de lui et qu'on se taise. Je priais pour que Dieu le fasse disparaître. J'ai beaucoup prié pour ça. Si mon père disparaissait, tout irait mieux. Il arrêterait de nous frapper. Il arrêterait de nous menacer, de nous brûler la main et de nous ligoter comme des cochons. On arrêterait d'être traités comme des esclaves dans la maison, à travailler si dur. Et on n'aurait plus à subir toute cette maltraitance émotionnelle, mentale et physique. Je ne crois pas que Freddy se posait des questions sur nous. Il faisait juste ce dont il avait envie. Il m'a volé mon enfance. Je n'ai pas eu d'enfance, comme tous mes frères et sœurs. Il avait toujours une espèce de rage en lui qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Ça partait d'un coup, quand les choses n'allaient pas dans son sens. Un jour, j'étais en voiture avec mes deux parents. On accompagnait mon père dans un déplacement. Et tout d'un coup, une voiture lui a coupé la route. J'hallucine, vous avez vu ça? Ça l'a beaucoup énervé. Allez, arrête-toi! Il s'est emporté. Je l'ai vu sortir de la voiture pour aller voir le conducteur. Tu aurais pu nous tuer. Calmez-vous. C'est toi qui vas te calmer. Puis il s'est mis à le frapper. Il l'a roué de coups. Ma mère s'est mise à crier. « Reviens dans la voiture !» Arrête, reviens! Mais il continuait de frapper. J'avais sous les yeux un homme enragé qui voulait prouver qu'il avait le dessus. Je savais à quel point il pouvait être violent et que rien ne l'arrêterait. Ma mère lui disait « Arrête, la police va arriver ». C'est là qu'il s'est calmé. Il a laissé l'homme par terre. Quand il est remonté dans la voiture, il rigolait et il commentait ce qu'il avait fait. Il était content. Il avait l'air fier de lui.
Vu sa réaction à ce moment-là, le fait qu'il soit sorti de la voiture pour aller se battre, il était content d'avoir gagné son combat, j'imagine. Il était vraiment fier de lui. Moi, j'ai trouvé ça insensé. Ça m'a semblé irrespectueux. J'étais dans la voiture. Cet homme aurait pu nous tuer. Freddy aussi aurait pu nous tuer. Il était hors de contrôle. Il avait disjoncté. Les gens normaux ne réagissent pas comme ça. Je savais que c'était un prédateur à cause de tout ce qu'il avait fait. Freddy me demandait de nettoyer sa chambre. Un jour, pour faire le lit, j'ai dû soulever le matelas pour mettre le draus. Et en soulevant le matelas, j'ai vu des photos de femmes nues. C'étaient des photos pornographiques. Des femmes dans différentes positions sexuelles, mais les femmes sur ces photos étaient endormies. Un jour, quand j'étais petite, il m'avait demandé d'aller lui chercher sa mallette. Il en avait deux. Une pour ses magazines religieux et une autre remplie de photos de femmes nues. Des femmes de toutes les couleurs. Il y en avait beaucoup. Ça m'a beaucoup choquée. Ça m'a dégoûtée. Je n'avais pas à voir ça. Mais il avait fait en sorte que je tombe dessus. Du haut de mes 9 ans, j'ai pensé qu'il allait essayer de me faire quelque chose. Avec le temps, je crois que mon père est devenu de plus en plus mauvais. On ne passait jamais un été normal. Pendant les vacances d'été, il nous faisait porter des pulls d'hiver. Toutes les filles de la famille devaient porter des cols roulés. On n'avait pas le droit de mettre des débardeurs comme les voisines. Tous les autres enfants nous disaient « Vous n'avez pas chaud en pull ?» Je répondais toujours « C'est Freddy qui veut qu'on porte ça. » À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'y pense, Freddy était dérangé. Il avait des sentiments envers nous. Et il voulait qu'on cache notre corps pour l'empêcher d'abuser de ses enfants. Si on était couvert, il avait moins envie de nous regarder. J'ai remarqué qu'entre 20h et 21h, ma mère prenait un petit comprimé blanc. Ça l'assommait. Freddy donnait des cachets à ma mère pour calmer ses nerfs. Ces cachets la faisaient dormir. Le médecin les lui avait prescrits parce qu'elle était angoissée du fait d'avoir autant d'enfants. Ça venait de là. Il lui apportait un verre d'eau et il s'assurait qu'elle ait bien pris ses cachets. Ensuite, elle s'endormait avec le ventilateur allumé. Une fois ma mère au lit, il attendait 1 heure ou 2 pour être sûr qu'elle soit bien endormie. L'été, il y avait un ventilateur dans chaque pièce de la maison. Quand il a installé tous ces ventilateurs, on n'a pas compris ce qui se passait.
Mais depuis, j'ai compris à quoi il servait. Les ventilateurs couvraient le bruit. Il les avait installés pour préparer son prochain coup. Un soir, ma mère était sortie faire des courses. Je suis rentrée 3 minutes en retard. On devait être à la maison à 20h. Je m'amusais avec une copine et j'ai dépassé l'heure. Il m'a dit, « Tu es en retard ». Il était juste derrière moi et il m'a dit, « Descends et déshabille-toi. Je vais te corriger ». Le sous-sol de la maison était aménagé. C'est là que Freddy organisait ses soirées d'études bibliques. Mais pour moi, ce sous-sol était un lieu d'agonie. Le mal avait pris le dessus. Il m'a fait descendre au sous-sol. Il était torse nu. Il m'a dit de le rejoindre. Et là, il m'a frappé, alors que j'étais en sous-vêtements. Il me frappait avec sa ceinture. J'étais en pleurs. Je lui demandais d'arrêter. Je le suppliais d'arrêter. Mais il a continué de me frapper pendant au moins 10 minutes. Les enfants regardaient la télévision dans leur chambre, avec les ventilateurs allumés. Les ventilateurs étaient toujours allumés. Personne ne pouvait entendre qu'il était en train de me battre au sous-sol. Il transpirait à force de me frapper. Il faisait chaud, mais il prenait du plaisir. Je me suis sentie humiliée et souillée. Après m'avoir frappé, il a voulu un câlin. Il m'a dit de m'approcher de lui. Et il m'a prise dans ses bras. J'avais la main comme ça. Je ne voulais pas qu'il me touche. Et il m'a dit, ne le dis à personne. Ça reste entre nous, d'accord? Je lui ai dit, d'accord. Je n'avais qu'une envie, c'était de mourir. Je le haïssais encore plus qu'avant. Je suis la plus intrépide de nous tous. Quand c'est pour la famille, il faut intervenir. Quand on aime, il faut agir. La famille, c'est tout ce qu'on a. Un jour, j'ai vu Freddy jouer avec ma sœur. Ils se lançaient la balle. Et ils rigolaient tous les deux. Mais ma sœur a lancé la balle en direction de son visage. Alors il s'est baissé et tout d'un coup, j'ai entendu une vitre se briser. Ma sœur avait accidentellement lancé la balle de baseball à travers la vitre. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il s'est énervé. Viens là! Il a explosé. Il répétait « Où est ma ceinture? Où est ma ceinture ?» Où est ma ceinture? Va me la chercher! J'en étais arrivé à un point où je n'en avais plus rien à faire. Je me fichais de ce qui allait m'arriver. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma sœur. Laisse-la tranquille! J'ai pris la ceinture et je lui ai dit « Tu ne frapperas pas ma sœur. » Et il ne l'a pas frappée. Mais quand j'ai pris sa ceinture, il m'a regardé. Il m'a plaqué contre le mur. Et il m'a dit « Si tu refais ça une seule fois, je te tue. » N'essaie pas de m'empêcher de faire ce que j'ai décidé. Sinon, je te tue. Tu as compris? Je crois que c'est la première fois qu'il a menacé de me tuer. Je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré.
Je savais qu'il n'en avait pas terminé. J'ai toujours eu peur que ça se finisse mal pour nous. Il n'arrêtait pas de menacer ma mère. Un jour, on rentrait de l'école et dès qu'on a passé le pas de la porte, ma mère nous a dit « Il faut partir. Freddy veut tuer tout le monde. Il veut vraiment nous tuer. Vous ne pouvez pas rester là. Prenez à manger. » Et on est allé à quelques pas de la maison, chez la sœur de ma mère, avec notre repas. Vous êtes où? Tout ça parce qu'il avait envie de tuer tout le monde ce jour-là. Je vais tous vous tuer! Ma mère est restée avec lui pour tenter de le raisonner. Et une fois qu'il s'est calmé, ma mère est venue nous chercher. Ce genre de choses est arrivé plusieurs fois. Ces crises de colère le poussaient à vouloir s'en prendre à ses enfants. On ne pouvait pas rentrer chez nous parce qu'il ne voulait pas entendre notre voix. Pour moi, ce n'était plus mon père. Je voulais que mon père meure. Je voulais qu'il soit mort ou qu'il quitte la maison. Je me disais que s'il mourait, on n'aurait plus à souffrir. J'avais un petit copain à 16 ans. Et je lui ai raconté ce qui se passait à la maison. Je lui ai dit que je voulais qu'il meure. Il m'a demandé si je voulais qu'il s'en occupe. Il faisait partie d'un gang. Ça aurait pu être réglé rapidement. J'ai envisagé de lui demander de tuer mon père. J'ai réfléchi une minute et je me suis dit que ça pouvait être une solution. Mais j'ai aussi réfléchi à ce que je risquais. Je lui ai dit de ne pas le faire. C'était trop risqué pour nous. J'ai opté pour une autre voie. J'ai préféré laisser Dieu s'en charger. C'est ce que la Bible m'avait enseigné. L'Église a fini par découvrir la vraie nature de Freddy. Et mon père a été excommunié à cause de tout le mal qu'il faisait autour de lui. Il a été définitivement exclu de la congrégation. Mes parents ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre et ils se sont séparés. J'ai appris qu'il avait entamé une relation avec une voisine. J'ai entendu dire qu'ils allaient s'installer dans le Minnesota et se marier. La dernière fois que j'ai vu Freddy, il m'a dit « Je vais quitter la ville, je vais bientôt partir. » Je lui ai dit « D'accord, prends soin de toi. » Je lui ai fait une petite accolade. Et je me suis dit que la relation qu'il entamait serait forcément abusive. Mais je n'ai jamais rencontré la femme dont il était tombé amoureux. Sinon, je l'aurais prévenu que c'était un homme violent. J'étais persuadée que ça se finirait mal. Je me disais qu'il y aurait des morts. Je suis restée plusieurs années sans le voir. Je n'habitais plus dans l'Indiana, mais au Texas. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai appelé ma mère pour lui dire. Ma mère m'a passé mon frère
Et quand il a pris le téléphone, il m'a dit que Freddy était mort. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était fait tuer. J'ai demandé des détails. Il m'a répondu, il a tué une femme. C'était sa compagne. Fred Bowen pointe une arme sur sa tête. La police a des raisons de croire qu'il a tué sa fiancée Yvonne Thompson, qui était âgée de 41 ans. Il voulait l'épouser, mais elle ne voulait pas. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Ça l'a contrarié. Il s'est mis en colère. Il est allé chercher son pistolet dans sa voiture. Et quand il est revenu, lui demander pourquoi elle ne voulait pas l'épouser, il n'a pas accepté son refus. Alors il lui a tiré 2 balles dans le dos. Les policiers ont tenté de négocier avec Bowen tout l'après-midi. Cela fait maintenant 5 heures qu'il est allongé sur l'herbe, une arme à la main. Ils ont installé un périmètre de sécurité pendant qu'il était sur l'herbe. Il disait à tout le monde qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait à ses enfants. Il voulait peut-être qu'on lui pardonne, je ne sais pas. Les policiers de Saint-Paul ont tenté de le raisonner, mais lorsque les négociations ont échoué, ils ont lancé l'assaut. Il n'aurait écouté personne. Il voulait mourir. Il a eu ce qu'il voulait. D'abord, une grenade assourdissante, de la fumée pour détourner l'attention. Sur les images au ralenti, on voit Bowen se retourner. Les policiers affirment qu'il a pointé son arme sur eux, alors ils ont tiré. Bowen a été abattu. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne ressentais rien pour cet homme qui m'avait maltraité. C'est le soulagement qui a pris le dessus. Une fois mort, il ne pouvait plus faire de mal à personne. Après les événements, les proches d'Yvonne Thompson sont sous le choc. D'après eux, Yvonne envisageait de mettre un terme à leur relation. J'ai réfléchi au temps qu'ils ont passé ensemble. Je me suis demandé pourquoi il avait refusé de la laisser partir. J'étais bouleversée et blessée. J'étais en colère. Comment avait-il pu la tuer? Pourquoi il avait fait ça? J'aurais voulu la sauver. J'aurais voulu pouvoir le convaincre de l'épargner. Je sais que j'aurais pu l'empêcher de passer à l'acte. C'était toujours moi qui intervenais quand Freddy était sur le point de s'en prendre à quelqu'un. J'aurais pu l'empêcher de faire du mal à cette femme. Elle avait des enfants. J'aurais voulu leur dire que j'étais désolée pour ce qui était arrivé à leur mère. J'avais beaucoup de peine pour ses enfants. Elle est belle. Je découvre le visage de cette femme. Je ne l'avais jamais vue. Je n'avais jamais vu d'image d'elle. Je n'ai jamais fait de recherche à la bibliothèque ou ailleurs pour la voir. Je me l'étais juste imaginée. On m'avait dit qu'elle était belle. C'est tout ce que je savais. Ça m'a fait de la peine pour elle. J'aurais aimé pouvoir l'avertir quand elle s'est mise avec lui. Je lui aurais dit de quitter mon père avant qu'il lui fasse du mal, parce qu'il était toxique. Je lui aurais conseillé de trouver quelqu'un de plus équilibré. Si je lui avais dit tout ça quand j'étais enfant, elle aurait pu se sauver. Elle aurait pu déménager et faire sa vie avec quelqu'un d'autre. J'aurais aimé faire ça pour elle. Mais je ne l'ai jamais rencontrée.
J'ai décidé de pardonner à Freddy parce que j'avais avancé dans la vie et que je voulais être tranquille. La Bible nous dit de pardonner. Je ne peux pas le juger. Pourtant, il m'a fait vivre un enfer. Selon la Bible, le diable est parmi nous et ses anges aussi. Et tant qu'ils seront là, le mal existera. Freddy nous a fait beaucoup de mal. Il avait le mal en lui. Certaines personnes acceptent de laisser le mal les posséder et s'emparer d'eux. Le mal les contamine jusqu'à ce qu'ils deviennent des monstres. C'est important pour moi de raconter mon histoire parce que j'ai beaucoup souffert et j'ai vécu de nombreux traumatismes. Ça fait longtemps que je ressens le besoin de m'exprimer sur le sujet. Ça m'a beaucoup bloqué. Ça m'a souvent empêché de faire des choses. Et c'est une immense souffrance. Ce qui m'a sauvée, c'est de penser à Dieu. Mes prières m'ont enseigné que personne n'est parfait, que je n'avais pas mérité ça et qu'il y avait toujours de l'espoir. Je suis contente qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. La souffrance et les cauchemars seront toujours là. Même mort, il continue de hanter mes rêves. J'ai peur de lui. Je me réveille en pleine nuit à cause de lui. Ça ne s'arrêtera jamais. Il est tellement cruel qu'il nous maltraite encore depuis l'au-delà. Je me reconstruis grâce à l'art. J'ai commencé la peinture en 2009. Quand je peins, ça me détend. Ça m'empêche de penser. Mais ça apaise ma colère. Je me concentre sur le pinceau et je me contente de peindre. Quand je me trompe dans ma peinture, je me demande ce que Dieu veut que je fasse de cette erreur. Quand on se trompe dans la vie, on apprend de ses erreurs. Il ne faut pas abandonner. Il faut se battre. Aujourd'hui, j'arrive à apprécier la vie. La vie nous apporte toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une tempête à l'horizon. Certaines personnes s'en sortent, d'autres pas. Moi, je m'en suis sortie. Je suis une survivante. Il y a des gestes que l'on croit minuscules, des gestes qui semblent se perdre dans le bruit du monde et qui pourtant disent tout d'une personne. On pense qu'ils ne comptent pas, qu'ils n'ont pas d'importance, qu'ils sont presque invisibles. Et pourtant, ce sont souvent eux qui tissent, soir après soir, les liens discrets qui nous rattachent les uns aux autres. Dans un quartier calme, pas vraiment riche, pas vraiment pauvre non plus, vivait un adolescent. Il n'était pas différent des autres au premier regard. Ses cheveux bruns étaient toujours un peu en bataille, ses cahiers traînaient souvent ouverts sur le bureau de sa chambre, et il avait cette allure mi-maladroite, mi-rêveuse qu'ont les jeunes de 15 ans qui ne savent pas encore très bien où se situer dans le monde. Il s'appelait Éloi, un prénom ancien, presque démodé, mais qui lui allait bien. Ses parents l'avaient choisi pour son côté doux parce qu'il évoquait la simplicité et une certaine forme de bonté tranquille. Et Éloi, sans vraiment en avoir conscience, portait ce prénom comme on porte une promesse. La maison de ses parents donnait sur une petite allée. Rien de très particulier. Quelques pavés, un lampadaire au bout et surtout une série de portails qui marquaient l'entrée de chaque jardin. Les voisins se connaissaient vaguement. On se disait bonjour en sortant les poubelles, on échangeait 2 ou 3 mots quand il neigeait ou quand il faisait trop chaud, mais ça n'allait pas plus loin. Chacun vivait sa vie derrière ses haies ou ses volets clos. Sauf qu'il y avait ce chien. C'était un labrador, un peu vieux, au pelage blond devenu presque blanc avec les années.
Il appartenait aux voisins d'en face, un couple déjà âgé, discret, qui vivait là depuis longtemps. Le chien s'appelait Mistral, un nom qui évoquait le vent du sud, un vent parfois fort, mais qui, pour lui, ne ressemblait plus qu'à une brise légère. Ses pattes étaient un peu raides, ses mouvements plus lents, mais dans ses yeux, il y avait toujours cette étincelle propre au labrador, un mélange de douceur et de fidélité absolue. Chaque soir, presque à la même heure, Mistral sortait seul. Le couple le laissait faire un petit tour dans l'allée. Il avançait tranquillement, reniflait les herbes entre les pavés, faisait un détour jusqu'au lampadaire, puis revenait doucement vers son portail. Un rituel immuable qui marquait la fin du jour. Et chaque soir, Éloi, sans que personne ne le lui ait demandé, attendait. Il attendait que Mistral ait fini sa promenade. Il attendait, adossé au pilier de son propre portail, les bras croisés ou les mains dans les poches. Il attendait que le vieux chien se décide enfin à regagner la maison de ses maîtres. Et alors seulement, quand le portail d'en face se refermait doucement sur le chien, il rentrait lui aussi, fermait le sien, et disparaissait dans la lumière de son salon. C'était devenu une habitude si simple qu'elle passait inaperçue. Mais si l'on s'arrêtait d'un instant, si l'on regardait vraiment, on pouvait voir dans ce geste quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement une politesse, ce n'était pas seulement une manière de passer le temps. C'était un soin, une attention discrète, une manière silencieuse de dire « Je veille sur toi », même si tu ne t'en rends pas compte. Au début, personne ne l'avait remarqué. Ni ses parents, absorbés par leur propre journée, ni les voisins qui supposaient que le hasard faisait que l'adolescent traînait dehors au même moment que leur chien. Mais peu à peu, les soirs s'enchaînant, cette constance devint évidente. Mistral, le vieux labrador, s'habituait lui aussi à cette présence. Quand il faisait son demi-tour au lampadaire, il levait la tête vers Éloi, comme pour s'assurer qu'il était bien là. Et il l'était, toujours. Immobile, mais attentif. Presque comme une sentinelle. Il y avait dans ces rendez-vous silencieux quelque chose qui n'avait rien d'extraordinaire et qui, pourtant, disait tout. Un adolescent qui, au lieu de courir après son téléphone ou de s'enfermer dans sa chambre, choisissait de rester dehors quelques minutes, simplement pour attendre un chien. Pour fermer un portail seulement quand il était sûr que l'animal avait regagné sa maison. Il n'y avait pas de spectateurs. Personne pour applaudir, personne pour dire merci. Merci. C'était un geste gratuit, invisible, une douceur offerte au quotidien. Et peut-être que c'est justement cela qui le rendait si précieux. Il y a quelque chose d'étrange dans ces habitudes du quotidien. Elles s'installent sans qu'on s'en rende compte. Elles commencent par hasard, par une simple coïncidence, et peu à peu, elles deviennent nécessaires comme si elles faisaient partie de l'ordre secret du monde. Pour Éloi, ce rituel du soir n'avait rien de réfléchi. Il n'avait pas décidé un jour d'attendre Mistral, il n'avait pas promis à qui que ce soit qu'il le ferait. Non. Cela s'était imposé tout seul, comme une évidence. Et à force de le répéter, c'était devenu sa façon à lui de clore la journée. Chaque soir, vers la tombée de la nuit, il entendait le cliquetis familier du portail des voisins. Un bruit discret, métallique, suivi d'un grincement léger, et bientôt le museau du vieux labrador apparaissait. Mistral avançait d'un pas lent, toujours un peu hésitant, comme s'il fallait à ses pattes fatiguées quelques secondes pour se souvenir du chemin. Ses oreilles, tombantes et douces, frémissaient légèrement au moindre bruit, et son regard se posait sur tout ce qui bougeait autour de lui. Et là déjà, Éloi était dehors. Il sortait souvent sans dire un mot, prétextant prendre l'air, ou alors il attendait que ses parents se plongent dans leur discussion à la cuisine pour se glisser dans l'allée. Il n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi. C'était son secret, son moment. Le quartier, à cette heure, se transformait. Le jour s'éteignait doucement derrière les toits, les volets se fermaient un à un. Et seules restaient quelques lumières jaunes filtrant à travers les rideaux. Le lampadaire, au bout de l'allée, clignotait parfois avant de s'allumer, donnant à la scène une atmosphère presque fragile, comme un décor suspendu entre deux mondes. Éloi s'adossait à son pilier de portail, les bras ballants ou les mains enfoncées dans ses poches. Il ne bougeait pas beaucoup, il n'appelait pas le chien, il ne cherchait pas à attirer son attention. Il se contentait d'être là, d'attendre. Mistral, lui, semblait l'avoir intégré à son paysage du soir. Quand il s'approchait du lampadaire, il marquait une petite pause, relevait la tête
et ses yeux se posaient sur l'adolescent, comme pour lui dire que « je sais que tu es là ». Alors il reprenait sa promenade, plus tranquille, comme s'il se sentait protégé par cette présence silencieuse. Parfois, le chien tardait. Il s'attardait à renifler une touffe d'herbe, ou il s'arrêtait simplement, comme s'il avait oublié ce qu'il était venu faire là. Éloi ne s'impatientait jamais. Il savait que Mistral était vieux, qu'il avançait comme il pouvait, avec la lenteur de son âge. Alors il restait, malgré le froid, malgré l'humidité des soirs d'hiver, malgré les moustiques l'été. Il restait, parce que quelque chose en lui disait que ce temps d'attente avait du sens. Il y avait dans cette scène une beauté discrète, que personne ne remarquait vraiment. Et pourtant, si l'on s'arrêtait, si l'on regardait de loin, on aurait vu deux silhouettes, celle d'un adolescent immobile, droite et fine, et celle d'un vieux chien aux pas traînants. Deux âmes séparées par quelques mètres seulement, mais reliées par une fidélité invisible. À l'intérieur des maisons, les familles s'occupaient de leurs repas, de leur écran, de leurs soucis. Personne ne se doutait qu'à quelques pas de là, dans cette petite allée sans histoire, se jouait un petit miracle quotidien. Celui d'un garçon qui veillait, silencieusement, sur la dignité des dernières années d'un chien. Les voisins âgés, propriétaires de Mistral, n'avaient pas vraiment pris la mesure de ce qui se passait. Ils savaient qu'Éloi était souvent dehors, qu'il traînait dans son jardin ou qu'il restait adossé à son portail. Mais pour eux, ce n'était que la distraction d'un adolescent qui rêvassait. Ils ne voyaient même pas que ses yeux suivaient patiemment leur chien, qu'il attendait chaque soir que celui-ci franchisse à nouveau leur seuil avant de se retirer lui-même. Et peut-être que c'était mieux ainsi, car ce genre de geste, pour garder toute sa beauté, n'a pas besoin de reconnaissance. Il se suffit à lui-même. Il brille dans le silence, comme une petite flamme que le vent ne parvient pas à éteindre. Les saisons passèrent, et le rituel resta. En hiver, Éloi sortait parfois avec un bonnet enfoncé sur la tête, ses joues rougies par le froid, mais il restait, même lorsque le souffle du vent glacial lui piquait les lèvres. Au printemps, il observait les premières fleurs pousser entre les fissures du trottoir, tandis que Mistral s'attardait plus longtemps dehors, comme pour profiter des parfums nouveaux. En été, il supportait les bourdonnements agaçants des moustiques qui s'accrochaient à ses bras, mais il ne bougeait pas. Et à l'automne, il se contentait de regarder les feuilles mortes tourbillonner autour du vieux chien, couvrant l'allée de couleurs brunes et dorées. Chaque soir, quoi qu'il arrive, le rituel se répétait. Et plus le temps passait, plus il devenait clair que ce n'était plus un simple hasard, mais une fidélité tendre, invisible, mais solide. Éloi lui-même n'aurait pas su expliquer pourquoi il faisait ça. Il n'avait jamais cherché de raison compliquée. Il n'y avait pas de logique particulière, pas de plan, pas d'engagement pris auprès de qui que ce soit. Simplement, il sentait que c'était juste, que ce vieux chien avait besoin d'un témoin silencieux pour ses dernières promenades, et il avait décidé d'être ce témoin. Il y a des adolescents qui choisissent de se rebeller, d'autres qui choisissent de fuir dans des mondes virtuels. Lui, sans même y réfléchir, avait choisi d'offrir sa patience à un vieux chien. Et peut-être que dans ce geste anodin se cachait déjà une forme de maturité rare, une sagesse discrète qui ne portait pas encore son nom. Un soir d'hiver particulièrement froid, la neige commença à tomber. L'allée se recouvrait d'un manteau blanc, les flocons s'écrasaient doucement sur le sol, et le silence devenait presque irréel. Ce soir-là, Mistral eut plus de mal que d'habitude à avancer. Ses pattes s'enfonçaient un peu dans la neige fraîche, et il hésitait, tremblant parfois, comme s'il se demandait s'il n'était pas allé trop loin. Éloi, inquiet, fit un pas en avant. C'était la première fois qu'il quittait son poste d'attente. Il s'approcha doucement, sans bruit, et s'arrêta à quelques mètres. Le vieux chien leva les yeux vers lui, et il y eut entre eux une reconnaissance silencieuse. Comme un accord tacite. « Je sais que tu es là. Merci. » Puis Mistral reprit son chemin, lentement, et regagna son portail. Ce soir-là, plus que jamais, Éloi comprit que sa présence comptait, qu'elle n'était pas inutile, et dans le froid de la nuit, malgré ses doigts engourdis et ses joues glacées, il sentit une chaleur étrange l'envahir, la chaleur d'avoir fait quelque chose de juste. Et quand il rentra chez lui, après avoir refermé son portail, il sut que ce rituel n'était plus seulement une habitude. C'était devenu
un engagement silencieux, un fil invisible qui le reliait désormais, chaque soir, à ce chien fatigué qui comptait sur lui, sans jamais le demander. Il y a des soirs où le temps semble s'étirer plus longuement que d'autres. Des soirs où chaque minute pèse, comme si la nuit voulait nous rappeler que la patience est un langage à part entière. Pour Éloi, ces soirs-là faisaient une partie du rituel. Il savait que parfois Mistral avançait plus lentement encore, qu'il s'arrêtait longuement devant une touffe d'herbe déjà explorée 1000 fois, ou qu'il se couchait presque au milieu de l'allée, comme si le sol froid pouvait apaiser ses muscles fatigués. Éloi ne disait rien. Il ne bougeait pas. Il restait là, comme une présence discrète qui n'imposait rien, mais qui donnait au vieux chien la certitude de ne pas être seul. Et cette certitude, sans qu'aucun mot ne soit échangé, suffisait à réchauffer la nuit. À cet âge, 15 ans, on pourrait croire qu'un adolescent chercherait ailleurs son temps libre, dans les éclats de rire avec des amis, dans les écrans lumineux, dans le tumulte du monde extérieur. Mais Éloi n'avait pas besoin de ça le soir. Sa joie se trouvait dans cette attente silencieuse, dans le frottement du vent contre les branches, dans le bruit régulier des griffes de Mistral sur les pavés. C'était une musique discrète, une mélodie que personne d'autre n'écoutait, mais qu'il reconnaissait chaque soir comme la preuve que le monde avait encore un rythme simple et pur. Un soir d'automne, alors que les feuilles craquaient sous les pas du chien, Éloi remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu jusque-là. Quand Mistral leva les yeux vers lui, il y avait dans ce regard fatigué une douceur inhabituelle. Pas seulement la curiosité, pas seulement l'habitude, non. Il y avait une gratitude muette, un merci sans mots, un merci qui ne passerait jamais par la voix, mais qui s'écrivait dans la lumière du regard. Éloi eut un pincement au cœur, parce que soudain il comprit que cette présence silencieuse n'était pas unilatérale. Lui attendait, certes, mais le chien aussi l'attendait, l'un n'allait plus sans l'autre. C'était un fil invisible, tissé soir après soir, reliant un adolescent et un vieux chien qui n'avaient pourtant rien en commun. Ce fil n'avait pas besoin d'être solide, il suffisait qu'il existe. Et dans ce quartier où chacun vivait derrière ses murs, ce lien discret avait plus de force que toutes les conversations polies échangées en vitesse au détour d'un trottoir. Au fil des semaines, Éloi commença à remarquer que ses propres journées étaient rythmées par cette attente. Peu importe s'il avait passé une bonne journée ou non, s'il avait eu des disputes au lycée, des devoirs trop lourds ou des moments d'ennui. Peu importait. Le soir venu, il savait qu'il y aurait ce moment, ce rendez-vous muet, qui effaçait les tensions et lui rappelait qu'il y a dans la vie des choses simples qui ne demandent rien d'autre que de la constance. Ses parents parfois s'étonnaient. « Tu es encore dehors, Éloi ?» lui demandait sa mère en écartant légèrement le rideau de la cuisine. Il haussait les épaules. « Je prends chez l'air. » C'était tout. Il ne savait pas comment leur expliquer sans paraître étrange. Alors il gardait ça pour lui, comme un secret précieux. Et ce secret, il le savourait, parce que certains trésors se brisent si on tente de les montrer. Un soir, alors que l'air devenait plus vif, le voisin âgé sortit un peu plus tôt que d'habitude pour rappeler son chien. Sa voix grave résonna dans l'allée. « Mistral, allez, viens !» Le chien, qui traînait encore près du lampadaire, leva la tête, hésita, puis fit demi-tour, et en passant près d'Éloi, il ralentit, presque comme pour lui adresser un signe de connivence. Le vieil homme suivit son chien du regard, puis remarqua l'adolescent. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. L'homme fronça légèrement les sourcils, surpris peut-être de voir le garçon planté là, immobile, dans le froid. Mais il ne dit rien. Il ramena son chien, referma son portail et rentra chez lui. Ce soir-là, Éloi sentit que son geste, jusque-là invisible, commençait à être perçu. Et il ne sut pas si cela lui faisait plaisir ou s'il aurait préféré que tout reste dans l'ombre. Car ce qui donnait tant de force à cette habitude, c'était justement son anonymat, son absence de reconnaissance. Mais au fond, cela importait peu. L'essentiel, c'était que Mistral sache. Et il savait. La pluie vint remplacer les feuilles mortes, et bientôt, l'allée se couvrit de flaques. Les chaussures d'Éloi se trempaient, parfois, son pantalon s'alourdissait, mais il ne rentrait pas. Parfois, il grelottait, mais il ne bougeait pas. Car il y a une vérité qu'il avait apprise sans s'en rendre compte. Ce n'est pas le confort qui rend un geste important, c'est la fidélité. Et lui, il était fidèle. Il le serait tant que Mistral continuerait de marcher vers le lampadaire,
tant qu'il y aurait des soirs, tant qu'il y aurait ce cliquetis familier du portail, s'ouvrant sur la silhouette d'un vieux chien qui n'avait besoin de rien d'autre qu'un regard pour continuer d'avancer. Ce fil invisible, désormais, faisait partie de sa vie. Il n'aurait pas su dire pourquoi il s'y accrochait, mais il savait qu'il n'aurait jamais le cœur de le rompre. Parce que parfois, la plus grande preuve de tendresse, c'est de rester, juste rester. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'un jour viendrait où ce fil serait mis à l'épreuve. Mais pour l'instant, la nuit pouvait tomber en toute confiance. L'adolescent attendait, et le vieux chien savait qu'il ne marcherait jamais seul jusqu'à son portail. Le soir s'annonçait différent. On le sentait dans l'air, une tension légère, comme si le ciel retenait son souffle. Les nuages couraient au-dessus des toits, poussés par un vent bas qui ployait les branches des troènes le long de l'allée. La lumière du lampadaire frémissait, tremblante, éclaboussant les pavés de reflets irréguliers. Éloi sortit un peu plus tôt que d'habitude, tirant la fermeture de son gilet jusqu'au menton, et s'adossa à son pilier, les yeux fixés sur le portail d'en face. Le cliquetis familier mit plus de temps à retentir ce soir-là. Il ne vint qu'après plusieurs minutes, qui semblèrent plus longues que d'ordinaire, et la porte s'ouvrit avec un grincement plus grave, presque une plainte. Mistral apparut dans l'embrasure, le museau un peu plus bas qu'à l'accoutumée, et il resta un instant immobile, le vent soulevant doucement le poil autour de ses oreilles. On aurait dit qu'il hésitait. Puis, comme il le faisait chaque soir, il s'avança d'un pas prudent, posa une patte, puis l'autre, et s'engagea dans l'allée qui respirait l'odeur humide du changement de temps. Éloi observa. Quelque chose, sans qu'il sache quoi, ne collait pas tout à fait. Le chien marquait de plus longues pauses, et son regard flottait sans point d'ancrage, comme si le monde s'était déplacé d'un demi-centimètre et qu'il devait tout recalibrer. L'adolescent ne bougea pas. Il savait que sa place n'était pas d'entrer dans cette marche lente, mais de maintenir la sienne, fixe, comme une balise discrète. Le vent forcit. Une bourrasque souleva un couvercle de poubelle plus loin et le laissa retomber avec un bruit sourd. Mistral sursauta, fit 2 pas de côté, puis s'arrêta, tremblant, le flanc qui battait au rythme de son souffle. Éloi, par un mouvement presque imperceptible, glissa davantage son dos contre la pierre tiède du pilier, comme pour se faire encore plus immobile, encore plus rassurant. Le vieux chien releva la tête, trouva ce repère, et rasséréné reprit son chemin vers le lampadaire. Ce fut à cet instant que la porte d'entrée d'en face s'entr'ouvrit. Une silhouette mince enveloppée d'un gilet gris apparut dans le rectangle de lumière. La femme ne s'avança pas, mais posa la main sur le chambranle et regarda l'allée. Sa voix, quand elle appela, était douce et grave, teintée d'une fatigue ancienne. « Mistral, mon grand, fais pas le fou, hein. Le vent n'est pas pour toi ce soir. » Le chien n'entendit pas, ou fit semblant de ne pas entendre. L'adolescence d'Éloi aimait penser que c'était la seconde option, qu'il y avait, dans la tête de Mistral, une petite fierté qui persistait encore. Le besoin d'accomplir sa tournée, quoi qu'il en coûte, comme un capitaine sur le pont qui refuse de céder avant d'avoir vu la ligne de l'horizon. La femme se tut et après une seconde se retourna pour rentrer. Éloi vit alors, entre la porte et la silhouette, un cadre posé sur une console, un couple jeune, un labrador encore doré et le bord d'une mer bleue que le papier avait conservée lumineuse. Le temps avait fait son travail de patine sur la photographie, un peu de jaune dans les blancs, un peu de gris dans les bleus. Mais la tendresse n'avait pas pris une ride sur les visages. Le bruit de la porte refermée résonna doucement. Le vent reprit le dessus. Mistral, dos au courant d'air, fit demi-tour tant bien que mal. Au moment où il passa à hauteur du portail d'Éloi, ses yeux s'attachèrent à l'adolescent, et pendant une battue de cœur, l'un et l'autre restèrent ainsi, tenus par une corde invisible que la rafale ne parvenait pas à rompre. Puis le chien reprit sa lenteur habituelle et regagna la maison. Ce soir-là, Éloi resta dehors un peu plus longtemps, même après que le portail d'en face se fut refermé. Le vent lui ramenait par vagues les bribes d'odeur de cuisine, l'odeur du linge chaud derrière un rideau, le parfum indistinct des fleurs nocturnes qui persistaient encore dans un jardin voisin. Il songea à la photographie aperçue et à la manière dont le temps avait posé sa main sur ses vies sans brutalité, juste avec sa persévérance inévitable. Et au milieu de ses pensées, quelque chose de doux naquit en lui, une gratitude sans objet,
le simple merci d'exister au bon endroit, à la bonne heure, pour faire un geste qui ne changerait rien au monde et qui pourtant le rendait habitable. Les jours qui suivirent furent plus calmes. La pluie tomba 2 soirées de suite, régulière comme un métronome, et la voix des toits en fut adoucie. Mistral ressortit malgré tout, parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas tant le climat que la fidélité aux choses qui nous tiennent debout. Les pas du chien sur les pavés mouillés faisaient un son différent, plus proche d'un chuchotement, et dès que son regard trouvait l'adolescent, on sentait, même de loin, une détente légère couler dans ses épaules. Un après-midi, à l'heure où la pluie avait cessé de tambouriner, Éloi rentra du lycée avec une idée précise. Il posa son sac, traversa la cuisine où sa mère équeutait des haricots devant la fenêtre et attrapa 2 bols dans le placard bas. Il sortit, sans un mot, et déposa l'un des bols près de son portail, à l'abri de la retombée du toit, puis traversa l'allée et posa l'autre, près de la haie, à une distance qui n'appartenait à personne et appartenait à tous. Il les remplit d'orciers d'eau claire. Il fit cela avec lenteur, presque avec cérémonial, pour que le geste ne ressemble pas à une intrusion, mais à une offrande discrète. Quand il eut terminé, il se recula de quelques pas, comme pour effacer ses traces. Le soir venu, Mistral s'arrêta devant le premier bol, renifla, puis but longuement. L'adolescent, planté comme un arbre sur son seuil, sentit une joie légère lui parcourir la poitrine. Il ne chercha pas l'approbation d'un regard, il n'aurait pas su quoi faire d'un merci. Il se contenta de cette scène simple, un vieux chien et une eau qui brille sous la lampe. C'est ce soir-là que la voix de la femme réapparut, non pas depuis la porte, mais depuis l'allée. Elle avait osé sortir. Elle marchait lentement, les mains serrées l'une contre l'autre, comme pour les empêcher de trembler. « Bonsoir », dit-elle, s'adressant à Éloi sans le regarder entièrement, gardant cette pudeur de ceux qui n'aiment pas déranger la lumière fragile des choses justes. « Bonsoir », répondit l'adolescent, la voix un peu plus grave que sa taille. Elle observa Mistral, puis le bol, puis les pavés encore humides, et seulement après, elle posa les yeux sur le garçon. Il y avait dans cet ordre une délicatesse. Reconnaître d'abord le besoin, ensuite l'aide, enfin celui qui a aidé. « Je vois que tu as mis de l'eau. Merci. Il oublie de boire quand il pleut, et puis il veut faire comme avant, » dit-elle avec un petit sourire qui accrochait des souvenirs au bord de ses lèvres. Éloi hocha la tête. Il n'osa pas dire qu'il comprenait, parce qu'on ne comprend jamais tout de la fidélité des autres. On respecte, c'est mieux. « Je suis Lise », ajouta-t-elle après un temps. « Et lui, c'est Mistral, mais ça, tu le sais déjà. Mon mari s'appelle André. Il sort moins, maintenant. Les genoux, et puis le reste. » Elle n'en dit pas plus. Inutile. Les regards savent remplir les blancs sans mots quand ils sont déposés avec soin. Éloi répondit par une inclinaison de tête. Il n'avait pas besoin d'explication. Il avait juste la sensation, très nette, d'être, sans l'avoir cherché, devenu un pan de cette maison d'en face. Un pan minuscule, une brique posée dans le mur du soir, mais une brique quand même. Ils restèrent un moment silencieux, à écouter Mistral boire, puis reprendre sa route. Et quand le chien eut franchi le portail, Lise le suivit, adressa à l'adolescent une dernière gratitude de la main et disparut dans la pénombre douce de l'entrée. Cette première parole changea quelque chose d'invisible et de précieux. Les jours suivants, la présence d'Éloi ne fut pas moins discrète, mais elle était désormais connue. Non pas exposée, connue. Ce qui n'est pas la même chose. On peut connaître sans mettre en lumière, on peut savoir sans nommer. Et c'est dans cet entre-deux que s'installèrent les soirées, comme si une confiance avait glissé sur les pavés, déposée par une voix qui avait dit bonsoir au bon moment. C'est alors que le vent décida de revenir, plus fort, plus capricieux. Une nuit d'encre tomba tôt, et les nuages, lourds comme des bêtes invisibles, couraient bas au-dessus des toits. On entendait, par intermittence, le claquement d'une persienne mal attachée, le tintement d'une chaîne heurtant une barrière, le soupir long d'un arbre qui cède un peu sans rompre. La pluie, pourtant, se fit attendre. Elle tenait sa charge en otage, et c'était comme si le quartier retenait sa respiration avec elle. Le cliquetis du portail d'en face résonna, hésitant, à une heure plus tardive que d'habitude. Mistral sortit. Il sortait toujours, mais à peine eut-il mis le nez dehors qu'une rafale, mal orientée, fit battre la porte contre le pilier. La chaîne ne trouva pas tout de suite son anneau.
La porte resta entr'ouverte, vibrante, et dans la brèche, le vent s'engouffra. Le vieux chien sursauta. Il s'éloigna de ses pas traînant plus vite que d'ordinaire, presque en trottinant, sans réfléchir. Cette vitesse-là, inhabituelle, avait la maladresse des élans tardifs. Éloi fut déjà debout avant d'en avoir pris la décision. Son corps avait appris les soirs et leurs signes. Il franchit son propre seuil, 2 pas, 3 pas, puis s'arrêta. Ne pas courir, ne pas effrayer, ne pas rompre la musique. Il appela doucement, sans s'adresser vraiment, juste pour offrir une voix au milieu du vent. « Mistral !» Le chien, plus loin, ne se retourna pas. Il avait atteint le virage où l'allée, pour la première fois, échappe au regard. Et il disparut. L'adolescent sentit dans sa poitrine une brûlure froide. Pas la peur panique, non. Une inquiétude tenue, grave, celle qui pousse les cœurs bien ajustés à ne pas perdre leur calme quand il faudrait peut-être. Il fit quelques pas encore, atteignit le lampadaire, contourna sa lumière vacillante et, de l'autre côté, lança son regard dans le couloir d'ombre qui s'ouvrait vers la rue. Rien. Derrière lui, la porte des voisins s'ouvrit d'un coup. Lise apparut, le visage trop blanc dans la nuit, un manteau passé à la hâte sur une robe de maison, dit. « Je l'ai perdu de vue », dit-elle d'une voix qui ne savait plus si elle devait être ferme ou demander secours. Éloi se tourna vers elle avec une douceur qui ne lui venait pas des années qu'il avait, mais de celles que la patience lui avait données. Il s'approcha. « Je vais regarder, dit-il simplement. Fermez le portail, s'il vous plaît. S'il revient, qu'il trouve la maison. » Cette phrase, il ne l'avait pas pensée. Elle lui était venue, posée par une sagesse très simple, celle des choses évidentes qu'on énonce quand tout vacille. Lise hocha la tête, ses doigts cherchant la chaîne qui, cette fois, trouva l'anneau. L'adolescent s'élança alors, mais sans précipitation. Il savait que la nuit avale ceux qui se débattent trop vite. Il descendit l'allée, dépassa la boîte aux lettres bleues passées, contourna la haie dont une branche cassée pendait comme une question sans réponse, et s'engagea dans la rue. Là, le vent avait encore plus de prise, les lampadaires dessinaient des îlots pâles où dansaient des feuilles, des sacs de papier, des bribes de journaux. Il appela une seconde fois, un peu plus fort. « Mistral !» Il sentit, au fond de sa gorge, ce drôle de tremblement que donnent les voix quand elles veulent n'appeler qu'une seule âme. Il tendit l'oreille. À gauche, rien que le bruit des pneus sur la route humide, loin. À droite, un cliquetis de collier, peut-être, ou un morceau de métal qui joue à se faire passer pour un collier. Il choisit la droite. Le trottoir, mal joint par endroits, l'obligeait à regarder où il posait les pieds. Il s'en voulait presque de ce détail qui retenait ses yeux à la terre alors que son cœur, lui, cherchait plus haut. Au débouché d'un petit parking, il s'arrêta. Derrière les places vides, une haie basse séparait l'enrobé d'un jardinet. Au pied de la haie, quelque chose comme une masse claire, posée avec le même soin qu'une fatigue. Éloi s'accroupit, doucement, comme on approche un souvenir fragile. Le vieux labrador était là, couché, la tête tournée vers la haie, comme s'il avait voulu aller au-delà et qu'un reste de raison l'en eût empêché. Son flanc levait et baissait, un peu trop vite. Ses yeux, quand ils se tournèrent envers l'adolescent, ne dirent rien de la peur, ils dirent l'effort. « Salut mon grand », murmura Éloi, et il s'entendit dire mon grand, avec cette chaleur qu'on réserve aux êtres fatigués qui ont traversé leur nuit comme ils ont pu. Il ne tendit pas la main tout de suite. Il laissa l'animal respirer, sentir sa présence, faire la somme de ce qui pouvait encore être fait. Quand il approcha enfin ses doigts, ce fut sur le côté, paume ouverte, offerte. Mistral ne recula pas. Son museau, secoué par le souffle, vint effleurer la peau. Il ferma un instant les yeux. On aurait dit qu'il buvait l'odeur du garçon, comme une eau connue. « On rentre !» proposa Éloi. Le chien tenta de se redresser. Sa patte arrière gauche glissa un peu sur le gravier qui bordait la haie. L'adolescent se plaça au bon endroit, ni trop près ni trop loin, et offrit son bras, non pas pour porter, mais pour servir d'appui. À la troisième tentative, Mistral se leva. Son flanc trembla encore, puis trouva un rythme plus doux. Ils firent un premier pas, puis un autre. Éloi adapta sa marche à l'oscillation du corps du chien, comme on s'accorde à une musique lente qu'on a toujours su danser sans l'avoir apprise. La pluie choisit cet instant pour commencer. D'abord une grande goutte, lourde, à l'odeur de poussière réveillée, puis une autre, puis 1000.
Le sol reconnut son langage. La rue, comme une grande boîte, se remplit du bruit fin des percussions. L'adolescent sentit les gouttes parcourir ses tempes, glisser derrière ses oreilles, s'accrocher aux cils avant de céder. Il serra un peu plus le bras, non pas fort, mais sûr. Quand ils atteignirent l'allée, le vent se plia devant la pluie. Il y avait, à cet endroit précis, une paix improvisée qui ressemblait à un abri naturel. Lise, debout à la limite de la lumière, n'osa pas bouger. Elle avait l'air d'une statue qui vient d'apprendre qu'elle peut tout à coup redevenir vivante. Lorsqu'elle vit les deux silhouettes, elle porta une main à sa bouche. Elle ne pleura pas. Les larmes, parfois, savent attendre la bonne pièce de théâtre. « Merci », dit-elle simplement lorsque Mistral eut franchi la grille. Elle ne regardait pas l'adolescent, elle regardait le chien. Comme si le merci devait d'abord traverser le corps de celui qui revenait avant de s'adresser à celui qui l'avait ramené. Éloi esquissa un sourire, imperceptible, et recula d'un pas, déjà prêt à reprendre sa place de veilleur. Mais la voix de Lise le retint, avec douceur. « Attends !» Elle disparut 2 secondes, à l'intérieur, et revint avec une serviette vieille mais propre. Elle s'accroupit, essuya les pattes de Mistral une à une, en parlant à voix basse. Puis, sans relever les yeux, elle tendit la serviette à Éloi. Il ne sut pas quoi en faire d'abord. Il portait peu de pluie. Sur ses vêtements, la peau du visage, oui, mais on n'essuie pas la pluie sur un visage d'adolescent avec une serviette étrangère. Alors il la plia, maladroitement, et la rendit. Lise eut un petit rire, presque un souffle, qui dissipait la solennité inutile. « Tu as eu les mots qu'il fallait, dit-elle. Fermez le portail. S'il revient, qu'il trouve la maison. » Elle répéta la phrase comme on répète un vers pour s'en souvenir. C'était juste ce qu'il fallait. Éloi ne répondit pas. Il n'aimait pas la lumière sur ce qu'il avait dit sans réfléchir. Il préféra regarder Mistral, qui venait de s'asseoir, un peu tassé, mais bien. Le chien leva la tête vers lui, et dans cet échange silencieux, il y eut quelque chose d'une promesse tenue. Le lendemain, le quartier retrouva ses habitudes. Les nuages s'étaient allégés, le vent avait rangé ses colères. La lumière glissait sur les feuilles lavées comme sur des vitres neuves. Éloi sortit à l'heure édite, moins tendu, mais plus attentif encore. Les pavés, encore sombres d'humidité, renvoyaient l'éclat d'une journée qui avait accepté d'être simple. Le cliquetis du portail revint, à l'heure exacte où il devait revenir. Mistral apparut, hésita, puis, de son pas retrouvé, s'avança. Ce soir-là, Lise s'approcha dès que le chien eut atteint le lampadaire. Elle tenait dans la main une petite chose de métal qui cliquetait. « Tu peux m'aider » demanda-t-elle à Éloi sans préambule. André a bricolé un crochet de secours pour la chaîne, au cas où. « Mes doigts !» Elle fit un geste vague, comme pour s'excuser des années qui alourdissent les gestes. L'adolescent prit le morceau de métal, observa la porte, l'anneau, la chaîne. Il essaya, ajusta, hésita, puis trouva l'angle juste. Le crochet s'emboîta d'un coup sec, propre, qui produisit ce son discret qu'ont les choses bien faites. Ils restèrent un instant tous les deux à regarder cette petite sécurité qui, d'une certaine manière, tenait lieu de paix. « Merci, » dit Lise. Et puis, après un silence, « Tu sais, André n'est pas bavard, mais il t'a vu des soirs, il m'a dit « Le garçon, là, il attend. » Il ne m'a pas demandé pourquoi, il a seulement dit ça. Et c'était beaucoup. Éloi sentit une chaleur tranquille monter en lui. Il n'avait pas besoin d'en entendre davantage, c'était assez. C'était même trop. Les jours, ensuite, se déroulèrent avec cette fluidité calme qu'ont les périodes où chacun joue sa note juste. L'adolescent, le chien, la femme, et derrière les volets, l'homme aux genoux dolents qui, de temps en temps, apparaissait dans le cadre de la porte pour suivre, de son regard de vieille mère, le retour du navire fidèle. Il y eut des soirs courts et des soirs étirés, des soirs de lumière et des soirs de pluie. Et sous chaque soir, la même phrase muette « Je suis là ». Les élèves au lycée s'excitaient parfois de projets grands et bruyants. Éloi, lui, se surprenait à penser que sa plus belle construction se faisait en silence, pavé par pavé, dans une allée où rien ne se passait, sinon l'essentiel. Il apprenait que la vie se bâtit à coups de gestes minuscules empilés l'un sur l'autre, comme des cailloux sur un cairn
que l'on érige pour guider ceux qui passent après. Restait à accepter que personne, ou presque, ne verrait de cairn. Ce n'était pas grave, il fallait que la pierre soit posée, c'est tout. Parfois, sa mère l'observait par la fenêtre de la cuisine, le visage penché sur la soupe qui mijotait, et ses yeux, posés sur le dos de son fils, prenaient cette expression qu'ont les mères qui reconnaissent quelque chose de bon et d'inattendu chez l'enfant qu'elles ont élevé sans savoir exactement comment. Elle n'en parlait pas, elle rajoutait une pincée de sel, simplement, en souriant. Il y eut, au milieu de ce calme, des petites secousses. Une grippe qui cloua Mistral 2 jours dans son panier, un ballon coincé dans la haie qu'Éloi dégagea en s'écorchant le poignet, une panne du lampadaire que la mairie mit une semaine à venir réparer, leur abandonnant un noir plus dense et une étoile qu'on n'avait jamais vue si nettement. Ces secousses-là n'étaient rien. Ou bien elles étaient justement ce qui donne à la paix son goût. Un dimanche, tard, après que le chien eut regagné le seuil, Lise poussa le portail à demi et attendit qu'Éloi s'approche. Elle tenait à la main une tasse de porcelaine fine qu'elle protégeait du souffle du soir. « Du thé, proposa-t-elle. Juste une gorgée. C'est idiot, mais je me sens moins seul quand je sais que tu es là. » Il aurait pu refuser par politesse, embarrassé. Il accepta par délicatesse simple. La tasse était tiède, le thé léger, presque clair, avec ce goût un peu végétal, qui dit la maison plus sûrement qu'un parfum coûteux. Ils ne parlèrent pas. Lise retourna vers l'entrée avec un petit signe. Éloi reposa la tasse dans sa main, qui la reçut comme on reçoit un oiseau. Ce soir-là, l'adolescent, avant de refermer son portail, sentit, contre sa poitrine, la présence encore chaude de la tasse, comme si un objet humble avait trouvé le chemin exact pour dire ce que les bouches n'osent pas toujours. La nuit continua, comme continuent les nuits, qui n'ont pas besoin d'histoire pour être belles, avec le bruit doux de l'air, une ampoule qui grésille, et le pas d'un vieux chien dont la constance, à elle seule, suffit à tenir ensemble le bord des choses. Et l'on se dit alors, tout bas, qu'il y a, dans ces allées sans gloire, des miracles qui ne demandent qu'un témoin pour exister pleinement. Ce témoin, certaines fois, a les cheveux encore en bataille et le cartable pas tout à fait rangé. Mais il est là. Et parce qu'il est là, un portail se ferme chaque soir au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard, exactement quand il faut, comme on ferme avec soin un livre qui a bien vécu sa page. Les jours se succédaient, pareils et différents à la fois. Chaque matin, Éloi quittait la maison avec son cartable trop lourd, traversait la cour du lycée où s'agitaient les rires, les cris, les inquiétudes adolescentes. Ses camarades parlaient de leurs devoirs, de leurs jeux vidéo, de leurs amours balbutiantes. Lui participait, parfois, mais son esprit, sans qu'il s'en aperçoive, attendait toujours le soir. Parce qu'il savait qu'au-delà de la journée ordinaire, il y aurait ce rendez-vous silencieux, ce moment suspendu où le vieux chien sortirait pour accomplir sa promenade lente. Il ne disait rien de ce rituel à ses amis. Comment l'auraient-ils compris ? Comment expliquer à 15 ans qu'on préfère rester adossé à un pilier de portail à attendre qu'un vieux labrador ait fini de flairer une touffe d'herbe plutôt que d'aller traîner dans les rues animées ? Comment dire qu'il y a là, dans ce silence, une vérité plus profonde que toutes les paroles ? Non, il gardait ce secret pour lui. Et il en était heureux. Chaque soir, les pavés devenaient le théâtre discret de ce fil invisible. Éloi ne manquait jamais son rôle. Même lorsqu'il avait beaucoup de travail, même lorsqu'il revenait tard d'un contrôle difficile, il trouvait le moyen de se poster là, immobile. Ses parents ne posaient plus de questions. Ils savaient que leur fils avait ses habitudes, et ils avaient compris qu'il valait mieux ne pas briser ce rituel qui semblait le rendre plus calme, plus apaisé. Il y eut des soirs lumineux, baignés dans le parfum des lilas qui poussaient au bord des jardins. Il y eut des soirs de brume, où l'on distinguait à peine la silhouette blanche de Mistral dans le halo du lampadaire. Et puis il y eut des soirs de pluie, où chaque pas du chien faisait jaillir des éclats d'eau, et où Éloi rentrait trempé, le visage rougi, mais le cœur étrangement plein. Un soir d'été, alors que le soleil s'attardait plus longtemps que d'habitude, le vieux labrador marcha jusqu'au bout de l'allée et s'assit simplement, le nez levé vers le ciel qui rougissait. Éloi resta figé,
frappé par la beauté de cette scène. L'animal, fatigué, immobile, contemplant peut-être son monde une dernière fois, avec une patience d'ange. L'adolescent sentit quelque chose lui serrer la gorge. C'était comme s'il comprenait soudain que chaque soir, passé ainsi n'était pas éternel, qu'il viendrait un jour où ce rituel aurait une fin. Il ne voulait pas y penser. Alors il se concentra sur le présent, sur la respiration lente du chien, sur le chant des grillons qui commençait dans les herbes, sur la tiédeur de l'air qui collait à sa peau. Dans ce simple instant, il y avait assez de beauté pour remplir une vie entière. Mistral, ce soir-là, tarda à se relever. Ses pattes tremblaient un peu, mais il réussit, et lorsqu'il passa près du portail des lois, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux fatigués, il n'y avait pas de tristesse. Il y avait une confiance. La confiance tranquille de celui qui sait qu'il n'est pas seul. Les semaines suivantes, le lien se fit plus visible. Les voisins eux-mêmes, ceux qui passaient parfois en voiture, commencèrent à remarquer la silhouette du garçon toujours là, debout ou accroupi, veillant sans bruit. Ils se disaient entre c'est le fils de la maison du fond, il attend toujours le chien. Mais cela restait des murmures, car personne n'osait troubler ce rituel, il avait quelque chose de sacré. Un soir de septembre, alors que la rentrée battait son plein, André, le mari de Lise, sortit à son tour. Ses genoux le faisaient souffrir, on le voyait à sa démarche, mais il s'avança dans l'allée pour rejoindre son chien qui s'attardait trop. Il leva les yeux et aperçut Éloi. Pendant un moment, il resta immobile, le regard posé sur l'adolescent. Puis il hocha la tête, lentement, comme un marin qui reconnaît au loin la lueur d'un phare. Il ne dit rien. Mais ce signe, discret et ferme, fut plus lourd de sens que toutes les paroles. À partir de ce soir-là, Éloi sut qu'il n'était plus seulement l'adolescent qui attendait. Il était devenu, aux yeux de ce couple vieillissant, une présence rassurante, un gardien silencieux. Cela lui donna une étrange fierté, douce et humble, celle de sentir qu'il servait à quelque chose, qu'il tenait une place dans le cœur d'autrui. Et dans le silence des nuits, ce sentiment se transformait en une leçon que la vie lui offrait avant l'heure. Parfois, la grandeur ne se trouve pas dans les exploits visibles, mais dans l'attention portée aux choses fragiles, dans l'attente, dans la fidélité, dans la certitude qu'un vieux chien mérite qu'on veille sur lui, chaque soir jusqu'au bout. Ce soir-là, lorsqu'il referma son portail, Éloi sentit une chaleur étrange, presque douloureuse, envahir sa poitrine, comme si son cœur avait compris quelque chose de trop grand pour ses 15 ans, mais qu'il devait malgré tout porter, parce que c'était juste. Les jours avaient raccourci, les lampadaires s'allumaient plus tôt, projetant leur lumière fragile sur les pavés qui gardaient encore l'humidité des pluies d'automne. L'air sentait la terre mouillée et la fumée des premières cheminées rallumées. Dans ce décor, le rituel continuait, fidèle comme toujours, mais quelque chose changeait peu à peu. Mistral avançait plus lentement. Ses pas, autrefois lourds mais réguliers, semblaient désormais peser davantage. Parfois, il s'arrêtait après seulement quelques mètres, comme s'il avait oublié ce qu'il était venu chercher dans l'allée. Ses oreilles tombaient un peu plus bas, son souffle se faisait plus court, et chaque soir, Éloi, immobile sur son pilier, voyait avec un pincement au cœur la vieillesse grignoter doucement l'élan du vieux chien. Il n'en parlait pas, ni à ses parents, ni à Lise, ni même à André qui, certains soirs, sortait pour observer son compagnon à 4 pattes, avec une gravité contenue. Mais dans ses yeux d'adolescent, un poids s'installait. Il comprenait, sans qu'on le lui dise, que ce rituel ne durerait pas toujours, que l'histoire qu'ils écrivaient ensemble, soir après soir, s'approchait de son dernier chapitre. Un soir, la pluie tomba fine, presque invisible, mais assez pour couvrir les épaules d'Éloi d'un voile humide. Mistral tarda à sortir. Le portail resta fermé de longues minutes, au point que le garçon se demanda si le chien sortirait ce soir-là. Puis enfin, le cliquetis résonna. La silhouette blanche apparut, hésitante. Le vieux labrador fit 2 pas, puis s'arrêta. Il resta planté là, le museau bas, comme si ses pattes refusaient de le porter plus loin. Éloi sentit son cœur se serrer. Instinctivement, il quitta son poste et s'approcha, doucement, sans précipitation. Il s'accroupit à quelques pas du chien, tendit la main dans l'air froid. Mistral leva les yeux vers lui, et dans ce regard fatigué, il y avait comme une supplique muette.
Reste encore. Encore. Alors Éloi resta accroupi, les doigts effleurant le sol, comme pour partager la même hauteur, la même fatigue. Le chien ne bougea pas davantage. Il se contenta d'être là, avec lui. Et dans ce silence partagé, il y eut plus de vérité que dans 1000 conversations. Au bout d'un moment, Lise apparut à la porte. Sa voix tremblait légèrement. « Viens, mon vieux, rentre à la maison. » Mistral finit par tourner la tête, fit demi-tour avec peine et regagna lentement son seuil. Lise le suivit, un plaid à la main, comme si elle voulait protéger non pas seulement son chien, mais le peu de force qu'il lui restait. Éloi, ce soir-là, resta plus longtemps que d'habitude dans l'allée après que tout se fut refermé. La pluie lui coulait sur les tempes, mais il ne la sentait pas vraiment. Il pensait. Il pensait à la fragilité de la vie, à la manière dont tout s'use, doucement, sans bruit, comme une bougie qui s'éteint par manque de cire. Le lendemain, pourtant, Mistral ressortit. Moins longtemps, moins loin, mais il ressortit. Et à chaque pas, Éloi mesurait le courage silencieux de ce chien. Il comprenait que sa présence comptait plus que jamais. Alors il redoubla de fidélité. Il sortait même quelques minutes avant l'heure habituelle pour être sûr de ne pas manquer le moindre instant. Parfois, il se surprenait à murmurer quelques mots, presque inaudibles, comme une prière improvisée. « Allez, mon grand, prends ton temps, je suis là. » Et Mistral, à sa façon, semblait entendre. Ses yeux brillaient d'une lumière fragile, mais qui n'avait rien perdu de sa tendresse. Les jours continuèrent ainsi. Chaque soir devenait plus précieux, plus intense. Éloi savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il ne s'accrochait pas à l'illusion que tout resterait comme avant. Il acceptait, avec une maturité rare, que son rôle n'était pas de retenir le temps, mais de l'accompagner. Un samedi soir, André sortit à son tour. Il marchait difficilement, une canne à la main. Il s'approcha d'Éloi et resta à ses côtés, tous deux immobiles, à regarder Mistral avancer vers le lampadaire. « Tu sais, dit-il d'une voix basse et grave, il ne tiendra plus très longtemps. Mais il est heureux. Il est heureux parce que tu es là. » Éloi sentit ses yeux s'embuer, mais il ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer, incapable de trouver les mots. André posa sa main rugueuse sur son épaule et ajouta « Ce que tu fais, c'est plus grand que tu ne crois. » Puis il repartit, lentement, laissant l'adolescent seul avec ses pensées. Cette nuit-là, quand Éloi referma son portail, il comprit que sa fidélité était devenue une forme d'amour. Pas l'amour bruyant, pas celui qu'on crie au monde, non. L'amour silencieux, celui qui ne demande rien en retour, celui qui se contente d'attendre qu'un vieux chien ait fini sa marche, juste pour qu'il ne soit pas seul. Et dans cette attente, il y avait un message doux, une leçon invisible que la